Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent des minerais critiques. Un sommet États-Unis-Afrique en préparation. Les États-Unis sont en pleine préparation d'un prochain sommet, un sommet qui réunira autour des États-Unis à Washington quelques pays africains pour parler justement de ce sujet qui intéresse les minerais critiques. On connaît l'intérêt que porte le président américain Donald Trump pour ces minerais et ce sommet devra rassembler des dirigeants tels de certains pays comme le Kenya, la Guinée, la République démocratique du Congo pour ne citer que cela, et ce sera le 4 février prochain sous l'égide des États-Unis. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Daimou Bodi. Même si les pays africains sont quelquefois qualifiés de pays de merde, leurs minerais ne l'est pas. Les États-Unis vont les rencontrer pour justement discuter de ces minerais à l'heure où on sait que la concurrence devient de plus en plus farouche entre les États-Unis et la Chine qui accroît son impact sur le continent, surtout en matière d'exploitation du sous-sol. Bon, déjà, moi, je ne suis pas d'accord avec certains concepts. Et sommet, continent et pays. Déjà, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas. Sommet Afrique-Europe, Afrique-France, Afrique-Russie. Comment est-ce qu'un continent, tout un continent fera un sommet avec un pays? Sommet Togo, États-Unis, d'accord. Sommet Guinée, États-Unis, d'accord. Mais sommet tout un continent, États-Unis, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'appellation. Ça, c'est déjà le premier point. Secondo, comme vous l'avez si bien dit, on ne nous veut pas. Les États-Unis aujourd'hui sont en train de nous fermer la porte. Les portes étaient déjà fermées, mais les portes se referment encore de plus. Mais c'est notre minerai qui peut avoir le visa pour venir. Mais nous-mêmes à qui appartiennent ces minerais, on n'a pas le droit d'avoir le visa pour entrer aux États-Unis. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui motive nos dirigeants parfois à accepter ce genre de situation, mais c'est quand même très écœurant. C'est très écœurant qu'on puisse nous traiter de la sorte, mais vouloir nous accueillir à bras ouverts quand il s'agit de nos minerais. Nous tous, nous savons, vous savez, dans la vie, chacun se vante de ce qu'il possède. Les États-Unis se disent aujourd'hui qu'ils ont un pays très bien construit, un pays stable, un pays qui regorge, qui offre assez d'opportunités. Mais nous aussi, nous sommes un continent qui regorge assez de richesses. Donc je pense qu'on doit aussi se vanter de ces richesses-là et réfléchir à l'exploitation et à la transformation de ces richesses-là sur notre sous-sol, sur notre sol, pardon. Je pense que c'est dans ces conditions qu'on pourra aussi construire un continent assez fort, un continent assez riche, un continent qui pourra offrir assez d'opportunités à ces enfants pour leur empêcher ces humiliations que nos frères subissent aujourd'hui dans ces pays, à l'instar des États-Unis. Donc je pense que ce sommet n'est pas le bienvenu pour moi, pour être clair. Il n'est pas le bienvenu pour moi, d'autant plus que c'est toujours continuer à faire la promotion de l'exportation de nos richesses. Et alors qu'on doit être dans une logique de l'exploitation et la production sur place de nos richesses. Si aujourd'hui les États-Unis veulent bénéficier de nos richesses, nous savons ils ont besoin de la bauxite, du cobalt et tout ça là pour leur technologie, ils peuvent venir installer des unités de transformation ici. Jusqu'ici, ça peut passer. Et maintenant, en installant ces unités de transformation, réfléchir au transfert de compétences. Mais continuer toujours à exporter et surtout exporter sans forcément bénéficier de nos richesses. C'est compliqué, c'est décevant. Vous savez, quand ils viennent, ce ne sont pas les sociétés africaines qui exploitent. L'exploitation est faite par les sociétés étrangères, c'est-à-dire peut-être même c'est les sociétés américaines. Ils vont venir, leurs entrepreneurs vont créer des entreprises, par exemple au Congo, ils vont exploiter notre sous-sol et donc c'est eux qui gagnent plus. Ils vont exporter, aller vendre dans les pays européens ou américains, c'est eux qui vont encore en bénéficier et le produit fini, on vient nous vendre encore plus cher et c'est eux qui vont toujours bénéficier. Donc sur toute la ligne, je pense qu'on est des perdants. Donc je ne vois pas en quoi ce sommet va être un plus pour notre continent. En rien, je ne suis pas en train de voir les retombées positives de ce sommet. Et surtout, qui se fera à Washington. Et donc, si aujourd'hui les États-Unis venaient vers nos pays,
peut-être faire ce genre de sommet pour voir comment est-ce qu'on pourrait exploiter nos sous-sols. D'accord. Mais bon, on se dit chacun protège son pays. Ils sont en train de protéger leur pays, quitte à nos dirigeants aujourd'hui de travailler pour pouvoir protéger nos pays. Donc, cette concurrence, certes, elle est réelle. Les États-Unis se sentent en danger. Donc, il faut organiser ce genre de sommet pour pouvoir véritablement renforcer leur installation sur notre continent. Ils profitent de l'opportunité, mais nous, qu'est-ce qu'on gagne réellement? Qu'est-ce qu'on fait réellement? On est là et puis on subit malheureusement. Alors, bon, je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de la question. Mathieu Tamam, l'administration Trump a annoncé depuis le 20 janvier qu'un sommet était en préparation avec des pays africains, notamment la Guinée, le Kenya, la République démocratique du Congo. On connaît ces pays pour la richesse de leur sous-sol. Ils vont tenir ce sommet le 4 février prochain à Washington sous l'égide des États-Unis pour discuter justement de ce que nous appelons les minerais critiques. Oui, vous savez, pour moi, c'est un sommet très important qui va définir l'avenir de l'Afrique dans les 30 ans ou dans les 50 ans à venir. Et M. Bodi parlait tantôt des sommets Afrique, États-Unis et autres. Le problème, c'est nous d'abord. Il faut que nous arrivions à nous remettre en cause. Tant que nous allons rester dans nos petits cercles, le Togo fait 56 600 km², le Bénin et autres, et nous n'allons pas chercher à avoir un grand pays. Pourquoi? Moi, je parle toujours des États-Unis d'Afrique, un pays qui peut pays comme ça d'Afrique qui peut rivaliser avec les autres. Nous allons toujours subir ce genre de situation. Et pour moi, ce sommet, il y aura nécessairement des retombées. Nous aurons deux situations. Soit les pays africains qui participeront à ce sommet reviendront et avec le statu quo que nous avons connu dès le lendemain des indépendances, ou avec une nouvelle base pour repartir. Nouvelle base dans ce sens que nos pays doivent aller avec une vision industrielle. Nos pays doivent aller avec une vision de transformation. Et ils doivent aller négocier nécessairement le transfert de compétences et non aller négocier des accords qui consistent simplement à vendre nos richesses de façon brute. Si nous le faisons ici, nous avons lamentablement échoué et nous avons remis en cause toute une génération qui va subir et continuer à subir. Vous voyez, les États-Unis aujourd'hui, c'est parce qu'elles se sentent menacées par la Chine qu'elle revient en philanthrope. Mais en réalité, l'objectif des États-Unis, c'est carrément autre chose, c'est nous exploiter, surexploiter même, si je pourrais le dire ainsi. Les États-Unis n'ont pas besoin de nous aux États-Unis. On nous ferme les portes, mais quand on a besoin de notre sous-sol, on vient chez nous. Et quand on vient chez nous, il n'y a pas une gâchette sur la tête de nos dirigeants pour signer les accords. C'est quelquefois le fait que certains dirigeants veulent peut-être protéger leur mandat ou bien protéger le temps de leur mandat au pouvoir, qui sont obligés de signer certains accords avec ces pays-là, et ces pays exploitent nos richesses pour leurs biens. Pendant ce temps, nous avons besoin même de l'eau potable, nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'hôpitaux, nous n'avons pas de moyens alors que nous sommes riches. Chaque temps, on le dit toujours, l'Afrique est riche, mais lorsque vous venez sur le continent africain, vous tombez des nues de ce qui se passe. Et où sont ces richesses-là? Où nous vendons ces richesses? Nous faisons quoi avec les retombées de ces richesses? C'est dire que une partie de la population et une partie de nos dirigeants continuent de se comporter comme à l'époque de l'esclavage, où on pouvait vendre son frère contre un miroir. Et si on continue ainsi et qu'il n'y a pas une transformation de mentalité déjà au niveau de nos dirigeants pour savoir qu'il faut renégocier les accords, se faire respecter en demandant un transfert de compétences, se faire respecter en imposant aussi nos conditions. Si je donne un exemple banal, si moi j'ai une marchandise et que vous venez pour l'acheter, je suis libre de fixer mon prix. Mais si c'est vous qui allez venir m'imposer votre prix à vous et que je l'accepte comme ça, en droit on dit souvent que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc on ne peut pas
tout céder et comment on appelle, à ces puissances-là, et en retour, nous revenons nous plaindre chaque jour. C'est l'occasion pour les pays qui participeront à ce sommet-là de renégocier une base solide pour un nouveau départ pour l'Afrique. Donc tout n'est pas perdu comme l'estimait Daïmou Bodi, mais tout dépendra de comment on se positionne par rapport à ce sommet. Effectivement. Merci beaucoup à vous, Mathieu Tamam. Dieudonné Sewonou, le 4 février prochain à Washington, les dirigeants de plusieurs pays africains vont se retrouver autour des dirigeants américains pour parler des minerais critiques du continent africain. Non mais écoutez, voilà encore un sommet de plus en matière de la majorité, comment je vais dire ça, une façon de rabaisser le continent africain, la marginalisation, voilà, du continent africain. Ce n'est pas l'Afrique, ou alors ce ne sont pas ces pays qui veulent réfléchir sur leurs minéraux. Mais c'est bien Washington, notamment Donald Trump, qui appelle et qui entend réorganiser le secteur. Jusqu'à quand l'Afrique va demeurer toujours ce bébé-là, à qui on donne le pain, à qui on apprend à manger le pain. Il a déjà le pain, mais il faut lui apprendre à manger le pain, sinon il risque de s'étouffer. C'est cela la leçon, c'est cela le message en réalité. Alors l'objectif est clair, c'est pour pouvoir contrer la Chine, elle autre, sur ses avancées en matière des approvisionnements mondiaux, sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est clair que les États-Unis ici sont en train de défendre leurs intérêts. Et ça, c'est assez clair. Maintenant, lorsqu'on fait appel au continent de venir parler de ce qui leur appartient sur un autre sol, qui est donc les États-Unis ou alors Washington, qui est aujourd'hui fermé au continent africain, entre guillemets, allez-y comprendre quelque chose. Ce n'est pas l'Afrique qu'on aime, mais ce qui se trouve en Afrique, c'est ce qu'on aime. Vous l'avez compris, il y a des pays comme la RDC, la Zambie, le Kenya et aussi la Guinée, justement à cause de leur sous-sol là, qui est aujourd'hui très désiré en matière de technologie, de la nouvelle technologie. Et les États-Unis d'Amérique n'ont pas de plus que l'Afrique. Alors que des dirigeants africains se rendent à ce sommet. Vous parliez tantôt de la négociation des contrats, mais je parlerai d'une négociation de contrats aux yeux ouverts. Parce que pendant longtemps, on a toujours négocié les contrats. Mais ces contrats ont été ce qu'ils sont jusqu'à ce jour. Maintenant, quel autre contrat les Africains iront négocier à Washington cette fois-ci? Alors que c'est le maître monde qui vous appelle, venez, asseyez-vous, voilà désormais la manière dont vous devez contrôler vos sous-sols, vos minéraux, afin de ne pas permettre à ce que la Chine prenne le dessus à travers le monde. C'est nous quand même la grande puissance. En fait, c'est ça la caricature de la situation. Maintenant, qu'est-ce que les Africains iront déposer sur la table? Quelle discussion essentiellement va se faire sur la table? Mon frère parlait tantôt d'une façon décentralisée des compétences. Il faut l'installation des usines d'extradition de ces minéraux-là sur le continent. Encore qu'il faut aller comprendre quelque chose. Qui sont ceux-là qui seront les têtes pensantes de toutes ces industries-là, si ce ne sont pas les Américains eux-mêmes? Et ces grandes puissances ne viennent pas s'installer dans un pays sans un autre intérêt. Et donc, les États-Unis d'Amérique sont en train de pousser tout simplement leur notion du grand Amérique que Donald Trump s'est promis ou alors a promis aux Américains. Et aujourd'hui, les démarches sont pleinement en cours. Moi, je ne saurais apprécier ou alors analyser aujourd'hui cette rencontre, sinon de dire tout simplement encore une occasion pour les Africains d'aller se faire abaisser au pied de Washington, ce qui est d'ailleurs clair, et ce n'est pas la première fois. Maintenant, l'issue, que sera-t-il? Et essentiellement, c'est ce que nous attendons de voir. Mais moi, je ne vois pas la RDC aller s'imposer à une éventuelle décision de Washington là. Je ne vois pas le Kenya. Quand on parle de ces pays, allez-y comprendre les relations de ces pays avec les États-Unis d'Amérique déjà. Je ne vois pas la Zambie aller s'imposer à une quelconque décision de Washington. Ce n'est pas un sommet, mais c'est une table de discussion à la prise de
connaissance des nouvelles décisions devant conduire le paysage minéraire à travers l'Afrique. L'Afrique devient-elle donc le terrain de jeu entre les États-Unis et la Chine en matière de concurrence ou de course vers les minerais qu'on qualifie de critiques? Et si oui, de quelle marge de manœuvre disposent les dirigeants africains pour sortir ne serait-ce qu'une partie de leur épingle du jeu? Oui, c'est devenu vraiment le terrain de jeu entre les... Ce n'est pas que la Chine et les États-Unis, hein. Il y a aussi les Européens qui sont là aussi, qui coupent leur part du gâteau. La Russie aussi qui est en train de manipuler certains pays. Donc, en fait, l'Afrique, c'est le bébé que tout le monde... Il a un gros plat devant lui, mais il ne sait pas que c'est un bon plat. Et donc, les gens viennent, ils puissent ce plat, on lui donne quelques bonbons. Il est content, il est occupé à sucer des bonbons. Et puis, ceux-ci, ils puissent dans son plat pour se nourrir. Donc c'est comme ça que l'Afrique se présente aujourd'hui. Donc bon, malheureusement, on n'est pas encore conscient de la situation. De quelle marge de manœuvre nous possédons? Je pense que l'exploitation et la production, l'exploitation se fait déjà sur place, mais elle doit être faite par des sociétés africaines. Quand je dis des sociétés africaines, des sociétés financées par des Africains, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'aucun Africain, en tout cas que les Africains, ne sont pas en mesure de se mettre ensemble pour créer des sociétés assez compétitives dans le domaine d'un minerai. Je ne pense pas. Quand on voit aujourd'hui ce que Dangote a réussi à faire au Nigeria, en installant une usine de raffinerie de pétrole et qu'il n'est pas assez soutenu, donc ça décourage. Je pense que les politiques publiques doivent travailler de telle sorte à faire la promotion des investissements africains et donc que les Africains puissent se mettre ensemble, puissent créer des sociétés assez puissantes pour pouvoir véritablement exploiter et produire sur place, transformer nos sous-sols. S'il faut que ce soit les gens qui viennent l'exploiter, les produits, quels que soient les mécanismes qui seront mis en place, nous serons perdants. Donc tant qu'on n'a pas réussi à le faire, je ne suis pas sûr qu'il y a des sociétés africaines qui aujourd'hui peuvent aller en Russie, exploiter le sous-sol russe ou transformer les produits en Russie. C'est même pas possible. En France, c'est même pas possible. Même si, quand on parle de la Chine et du Japon, ce ne sont pas des pays assez pauvres en sous-sol. Hein. Ils ont tout de même des richesses. Mais eux, ils ont une politique de protection du marché. Ils travaillent chez eux et ils nous vendent à l'extérieur les produits finis. Je pense qu'on doit aller dans cette logique. Tant qu'on n'a pas encore atteint ce niveau, on ne pourra pas se développer. Depuis longtemps, on parle de transfert des compétences. Mais ça fait déjà 50 ans que ça continue. Et donc, on a commencé à transférer les compétences depuis 50 ans. Le transfert n'a pas encore pris fin. C'est toujours, je ne sais pas, à 20% le transfert. C'est un long fichier, donc c'est 20%. Mais au même moment, la Chine, elle prend quelques années et puis elle maîtrise, elle exploite chez elle. Je pense qu'on doit se réveiller, sinon ça ne va pas. Ça ne va pas. Merci beaucoup à vous, Daïmou Boli. Est-on devenu le terrain de jeu pour cette concurrence, cette course vers la minerai critique entre les États-Unis et la Chine? Et de quelle marge de manœuvre disposent les dirigeants africains pour sortir leur épingle du jeu ou du moins se gagner une partie du jeu? Oui, et moi je vais prendre ce souci sous un autre angle. Vous savez, le constat, nous avons assez fait le constat. Et chacun, nous sommes unanimes sur le fait que l'Afrique est devenue ce bébé-là ou bien ce terrain de jeu pour les puissances étrangères. Maintenant, quelle est notre marge de manœuvre? Tout commence par nos dirigeants et la maturation de nos populations. Vous savez, lorsque vous avez un dirigeant qui vient au pouvoir avec une vision claire pour son pays, il défendra les intérêts de son pays. Et tout cela également dépend de la manière dont ce dirigeant a été élu. Vous savez, il y a certains, à la veille des élections, qui courent vers ces puissances étrangères pour demander le soutien, pour venir faire battre campagne, ou bien pour s'assurer que c'est lui qui gagnera les élections. Et quand c'est comme ça que ça se passe, vous allez constater que lorsque cette personne est au pouvoir, il ne pourra que faire allégeance à ces puissances étrangères. Et c'est malheureusement ce qui se passe avec les multinationales que nous avons connues partout, qui ont très souvent financé nos campagnes. Il faut que la nouvelle génération comprenne que l'élection de nos dirigeants doit se faire sur la base d'un certain nombre de valeurs
qui permettent à ce que lorsque le dirigeant lui-même est au pouvoir, il sache qu'il est redevable envers ses concitoyens et donc tout ce qu'il négociera, il va le négocier pour l'intérêt de sa population. C'est ainsi faisant seulement que l'Afrique peut démarrer à nouveau et son développement. Sinon, le constat que nous venons de faire, que l'Afrique est un terrain de jeu, même pas seulement pour la Chine ou les États-Unis ou la Russie, même les petites puissances aujourd'hui viennent jouer sur le sol africain parce que ils estiment que facilement ils peuvent corrompre nos dirigeants et c'est ce qui n'est pas bien pour nous. À ton image de manœuvre. Oui, nous avons... Vous aviez dit pour la première partie, s'ils font ça, une occasion à saisir. Mais réellement, est-on le marge de manœuvre face au poids des États-Unis, face à la situation des pays qui vont se présenter à ce sommet? À ce sommet, moi je pense que nous avons toujours des marges de manœuvre. Nos dirigeants n'iront pas là-bas avec une gâchette sous la tête pour signer quoi que ce soit. Ils ont l'opportunité de dire non lorsque ça ne va pas ou d'accepter lorsque ça arrange nos pays. Maintenant, il faut chercher à savoir, comme le doyen le disait, si la RDC va pouvoir dire non face à Donald Trump et en tenant compte de l'intérêt de la RDC. C'est là l'interrogation. Mais je pense qu'ils ne sont pas obligés d'accepter tout. Si on réfléchit de cette manière-là, c'est toujours rabaisser l'Africain. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ils peuvent toujours dire non lorsque ça n'arrange pas. Merci beaucoup à vous, Mathieu Tamam. Dieu donne le terrain de jeu, c'est l'Afrique pour cette guerre indirecte entre la Chine et les États-Unis surtout, mais aussi entre d'autres puissances qui courent vers le continent pour l'exploitation de son sous-sol. Et dans tout ça, que pouvons-nous faire, nos pays africains, nos dirigeants africains, que peuvent-ils faire quand ils seront à ce sommet? Non, mais écoutez, un terrain toujours ouvert, mais il appartient toujours à quelqu'un de donner le hockey avant que le jeu n'ait lieu. Aujourd'hui, c'est vrai, les puissances peuvent vouloir jouer sur le terrain de jeu qui est l'Afrique, mais encore faudrait-il que les dirigeants africains leur donnent la clé du portail de ce terrain. Et malheureusement, la clé a été toujours donnée. Il y a longtemps que moi, j'ai refusé de fustiger ou alors de condamner les puissances étrangères par rapport à leur comportement à l'égard du continent. J'ai compris que c'est bien nous, les Africains, ou alors les dirigeants africains eux-mêmes qui offrent nos populations sur un plateau d'or aux puissances étrangères au nom d'un intérêt particulier, au nom d'un intérêt partisan. Et mon frère le disait tantôt, pour une protection de pouvoir, certains sont prêts à brader ce qu'il y a de plus cher au pays, à d'autres puissances pour sauvegarder leur fauteuil. Et malheureusement, aussi longtemps que cela continuera, de cette manière, on ne sortira pas de ce cycle-là de traitement de papa à bébé. Et donc, il est temps aujourd'hui à ce que les dirigeants se rendant à ce sommet, vous le dites, moi j'appelle ça une réunion, c'est une rencontre tout simplement. En se rendant à ce sommet, il faut que les dirigeants aient sous la main des propositions concrètes qui doivent prendre en compte l'intérêt de différents pays africains. Et quelles sont ces propositions concrètes là-bas? Ces propositions concrètes, c'est de voir quel type de contrat gagnant-gagnant entre les États-Unis d'Amérique et véritablement le pays concerné, par exemple la RDC, ou alors la Zambie, ou alors le Kenya. Qu'est-ce qui revient à plus forte raison au pays qui détient le minerai face à la grande puissance qui veut nous organiser? C'est nous qui avons le minerai, ce n'est pas les États-Unis. Et ce n'est pas à eux de venir nous l'organiser et d'en tirer le plus grand profit. Malheureusement, si vous voyez aujourd'hui certains contrats signés entre les grandes puissances et les pays africains, des fois on a l'impression qu'on joue au non-sens ou alors au taré ou alors on est véritablement taré. Des fois tu as l'impression que c'est quoi qui ne comprend pas les chiffres. Et c'est exactement les chiffres qui ont été signés depuis des années coloniales. Et cela continue de jouer jusqu'à ce jour. Alors un sommet encore pour décider. Dans tel type de contrat, il faut qu'on y aille véritablement les yeux ouverts en sachant qu'on a toute une grande population africaine aujourd'hui qui a les yeux beaucoup plus ouverts qu'il y a de cela 80 ans ou alors 100 ans ou alors 50 ans. Même si on dormait hier aujourd'hui, on a les yeux ouverts, on regarde de plus clair ce qui doit se faire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette édition.